Salut, bienvenue sur cette vidéo de présentation, je vous dis tout sur League of Dungeoners, un jeu, le jeu de Michael Lundstedt qui nous a fait un magnifique dungeon crawler, un dungeon crawler sandbox, je pense qu'il peut en remplacer beaucoup, donc je vous présente ça de suite, énormément de matos. Un super jeu, un jeu singulier, il y a pas mal de pages de règles, il y a pas mal de choses, mais je peux vous dire que ça vaut le détour. Donc on va voir ça sans plus attendre. Donc du coup pour ce jeu de 1 à 4 joueurs. Et c'est parti. Donc du coup, League of Dungeoners, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu que je viens de faire tomber. Alors du coup, c'est un jeu dungeon crawler sandbox. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tout plein de choses. C'est vraiment très très proche des RPG. Je dirais même plus pour avoir lu toutes les règles. C'est vraiment proche d'un jeu de rôle, très proche d'un jeu de rôle, puisque vous allez avoir la création de vos héros qui s'apparente vraiment à du jeu de rôle, c'est vraiment très poussé. Vous avez un gros bouquin de règles quand même, puisque du coup il y a 200 sur le bouquin de règles principal, vous avez exactement 258 pages dans le bouquin. Alors oui, vous avez des tables de lancer, etc. Mais en gros, vous avez, enfin moi en tout cas j'ai dû lire 150 pages, alors il y a des illustrations, etc. Mais sachez quand même, il y a pas mal de choses à lire. C'est un jeu qui est en anglais, mais vous avez la garageux pour vous expliquer les règles, etc. Voilà, donc il y a quand même, il faut de l'investissement évidemment pour jouer dans ce jeu. Quand je dis investissement au niveau rapport financier, alors le jeu en financement participatif sur Kickstarter, donc là il faut savoir qu'en Europe on reçoit le jeu depuis cette semaine où je vous fais cette vidéo, mais c'était pas si cher que ça puisque le all-in était à 140 €. Vous allez me dire c'est relatif, mais par rapport à ce qu'on trouve au niveau de la concurrence, il y a énormément de matos. Et c'est un jeu avec une rejouabilité infinie. C'est pour ça que c'est du sandbox, parce que vous allez vraiment pouvoir randomiser, faire vos donjons aléatoires, partir en quête. Alors déjà, vous avez rien que sur cette première édition, vous avez énormément de possibilités, puisque vous avez plusieurs campagnes, vous avez les scénarios proposés aussi par les backers, vous avez des scénarios standalone, et en plus vous pouvez repartir en mission. Et étant donné que les donjons, c'est vraiment du vrai dungeon crawler, hein, je pense que le successeur, on va dire, il y avait HeroQuest, après vous aviez Warhammer Quest des années 95 en jeu de plateau, et lui c'est vraiment, alors ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas dans ce style-là, je pense qu'il excelle vraiment. Il est comparé beaucoup à Dungeon Universalis, il paraît qu'il est plus simple. Je vous avoue que j'ai pas encore essayé Dungeon Universalis, mais il y a quand même de quoi faire au niveau des règles. C'est pas spécialement que c'est très compliqué, mais vous avez beaucoup d'infos, beaucoup de règles, mais vous n'êtes pas obligé de tout mettre dedans. C'est vraiment un peu comme dans du jeu de rôle, c'est-à-dire que vous pouvez décider de, du coup, certaines règles, de dire ça je vais peut-être le mettre, ça je le mets pas, ou vous pouvez attendre un petit peu d'être déjà un peu expérimenté dans le jeu pour rajouter certains points de règles, mais en gros vous pouvez tout faire. Vous allez voir ça juste après, parce que je vais tout vous expliquer. Donc en gros, je vais vous montrer tout le matos, et ensuite je vais vous montrer globalement tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Je ne rentrerai pas dans le détail de tous les petits points de règle, sinon on en a pour plusieurs vidéos, mais déjà vous allez avoir une bonne idée de ce que représente et ce qu'on peut faire dans le jeu. Voilà, donc du coup, là j'ai passé 2 jours à lire le bouquin de règles, donc là je vais pouvoir vous en parler au taquet. Voilà, c'est tout lu, c'est tout trié, etc. Donc Dungeon Crawler, il y en a qui disent attention, pour jouer en solo c'est pas le mieux, parce que si vous voulez jouer avec les règles standards, vous êtes censé jouer 4 héros, et donc il y en a qui vont plus se tourner vers Dungeon Universalis pour jouer en solo, mais vous avez une extension, l'extension des compagnons, qui vous permet de pouvoir jouer quand même et d'adapter pour les joueurs solo. Alors il le dit aussi de toute façon dans les règles que si vous voulez jouer à moins de 4 héros, c'est pas prévu au début dans l'équilibrage comme ça, mais vous pouvez jouer à moins de 4 héros. Si vous jouez avec 2 héros, évidemment vous divisez le nombre de pop de monstres par 2, avec au minimum 1 de chaque type de monstre évidemment. Et en plus, vous pouvez décider, moi je pense que pourquoi pas tester ça, ça peut être marrant. Si vous avez l'extension qui s'appelle les compagnons, cette extension vous permet du coup d'avoir des mercenaires. Alors vous pouvez faire plusieurs choses, ou vous décidez, le jeu est quand même prévu pour ça, pour avoir vraiment une grosse personnalisation des héros et donc créer vos propres héros, mais si vous voulez, vous pouvez carrément décider de partir avec 4 mercenaires qui sont déjà tout prédéfinis. Alors vous avez les mercenaires apprentis, les mercenaires, vous avez plusieurs
plusieurs niveaux, on va dire, de mercenaires, ce qu'on appelle les mercenaires génériques. Donc vous avez le novice, le expérimenté et le vétéran. Donc, vous avez plusieurs niveaux qui vont vous coûter évidemment plus ou moins cher. Vous avez même les mercenaires aussi imaginés par les backers, ça c'est sympa. Et donc vous pouvez sinon pour même jouer avec un chien, et vous avez, si vous avez un magicien, un wizard, vous allez pouvoir aussi acheter un familier. Bref. Tout ça pour dire que si vous voulez jouer solo, oui, c'est possible. Vous pouvez quand même jouer 4 héros si vous voulez, ou en jouer que 2 et diviser le nombre de monstres, ou carrément, pourquoi pas, prendre, donc, comme je disais, un mercenaire où vous aurez moins de choses à gérer, vous n'aurez pas l'équipement à gérer qu'il a à apporter sur... Enfin, il pourra apporter l'équipement pour vous, mais il n'aura pas de l'équipement, il ne pourra pas changer son équipement qui est sur lui, et il aura pas mal de choses où vous n'aurez pas besoin de gérer par rapport à votre héros principal. Vous pouvez jouer du coup, comme je disais, avec un familier, un chien, etc. Donc on peut très bien imaginer le jeu en ayant un héros et en partant avec un mercenaire et un chien par exemple. Et pourquoi pas, si vous jouez le wizard, d'avoir un familier avec vous. En gros, il explique que du coup, pour chaque héros qui n'est pas présent dans la team, vous allez gagner des sous en plus, 60 coins, pour pouvoir acheter de l'équipement, pour être justement évidemment plus stuffé si jamais vous voulez jouer en solo. J'y passe un peu de temps, alors vous allez me dire pourquoi, parce que comme sur la chaîne, je sais que vous êtes pas mal aussi à jouer solo. Voilà, c'est pour vous dire attention, vous pouvez jouer solo, il suffit juste du coup d'avoir cette jolie extension. En parlant d'extension, on vient juste de le recevoir et il va déjà y avoir une deuxième édition avec un troisième, donc une deuxième édition qui sortira sur financement participatif sur Kickstarter au mois de septembre, et où vous pourrez avoir encore tout plein de quêtes supplémentaires avec le livre 3 des quêtes, avec des objets légendaires, avec de nouvelles classes, avec des spécificités de classes différentes. J'espère qu'il y aura le bard parce que malheureusement il n'y a pas le bard sur cette première édition. Je suis très triste les amis. Donc vous avez tout plein de... Voilà, tout plein de possibilités déjà, rien qu'avec le jeu que vous avez là, il y a de quoi faire, mais si vous voulez aller encore plus loin, vous sachez qu'il y aura une réédition, donc si vous avez raté le jeu, vous pourrez en septembre en profiter et en plus prendre le nouveau contenu qui sera proposé. Voilà, allez, sans plus attendre, on va peut-être continuer à vous montrer un peu tout ce qui se passe dans le jeu. Alors du coup, on a quoi? Eh ben, on a beaucoup de choses. On a, si vous aviez pris l'extension des standees, on a plus de 400 standees, c'est-à-dire plus de 400 ennemis que vous allez pouvoir affronter, différents types d'ennemis. Donc il y en a tout plein. Si je mets peut-être par ici, hop, vous verrez. Voilà, alors ici on voit pas grand chose, je vais vous mettre une autre caméra, mais en gros pour vous dire que vous avez, là je les ai rangés, alors lui il propose de les ranger dans des petits sachets où il a marqué déjà les noms. Donc lui il a fait ça, alors, il y a marqué d'ours pour les portes, etc. Mais moi j'ai mis des gros monstres à l'intérieur. En gros il y a plein de sachets comme ceci. Et vous en avez 400, donc autant vous dire que moi j'ai tout trié et que ça prend un peu de temps, puisque du coup j'en ai mis là et j'en ai mis là. Donc vous en avez tout plein des standees. Si on change d'écran, hop, alors celui-là pourquoi il n'a pas envie? Il n'a pas envie là, il fait la tranche, on va changer ça de suite et comme ça je vais vous montrer un petit peu le look des standees, comme ça vous donnera un peu une idée. Alors attention, voilà, juste le temps que ça se charge, voilà, et on y va, je vous montre ça de suite. Voilà, donc par exemple, pour vous montrer une idée, il y a vraiment tout plein de choses. Vous avez les bandits, les gnolls, alors on est sur de l'univers Donjons et Dragons, donc vous avez les trolls, les elfes, les gnolls, les bandits, les dark elfes, les dragons, tout ce que vous voulez. Enfin, vous avez, enfin c'est sur des monstres un peu gros, parce qu'il y en a qui vont prendre 4 d'espace, il y en a d'autres qui vont prendre un seul espace dans les emplacements. Mais voilà, vous avez tout plein comme ça de standees. Moi j'avais envie de trouver un jeu avec que des standees, parce que ça coûte moins cher. Donc du coup là-dessus je suis servi, puisque vous voyez que on a de quoi faire, les éteints, etc. Alors, ça c'est des monstres un peu gros, mais évidemment vous en avez, comme vous avez vu tout à l'heure, vous en avez tout plein. Donc, alors vous allez me dire pourquoi Gab, il y a un recto verso différent, parce que dans le jeu, il va y avoir ce qu'on appelle le facing, donc comment vous vous orientez. Et du coup, dans le côté stratégique du jeu, c'est que votre placement va avoir une importance, puisque vous aurez 20% de plus de toucher si jamais vous taper dans le dos du monstre. Donc c'est pour ça qu'ils ont leur arrière, du coup voilà, on voit bien la face avant et la face arrière. Donc là il y a cela, mais évidemment je pourrais vous montrer comme ça les 400 jeux, les 400 standees, il y en a beaucoup. Hop, on va pas tout montrer en détail, mais sur cette caméra, vous voyez, hop, par exemple si on prend là, c'est par type, donc par exemple là je ne sais pas trop trier, mais là vous avez les élémentaires, voilà, ici
Hop, là ici j'ai mis quoi? J'ai mis un village, j'ai mis tout pareil. Là, lui c'est un Nemed, donc vous avez des Nemed aussi, vous avez des ghouls, vous avez tout plein de choses, hein, voilà, que vous pouvez trouver dans le jeu. Hop. Voilà, on le reverra après évidemment sur des cartes, les fameux chiens, parce que je vous disais que vous pouviez avoir un chien, donc dans l'extension, donc voilà, il y a les chiens, etc. Si je vous montre l'autre rangement, vous allez voir là un peu tout ce qu'on peut avoir, puisque du coup dans ce rangement là ici, tout ça, tout ce que j'ai là, il y en a beaucoup, ce sont les héros, parce qu'il y a le standis homme et le standis femme que vous avez. Donc voilà, par exemple l'elfe War Priest, et du coup comme vous avez pour chacune, vous pouvez choisir votre race et après votre classe, et ben du coup il a fait un standis pour chaque, donc autant vous dire que ça fait beaucoup de combinaisons, parce qu'il y en a énormément. Donc ici ils sont tous là, vous voyez toutes les combinaisons de héros que vous pouvez avoir. Par exemple, voilà. Si on prend lui, lui c'est quoi? L'elfe alchimiste, parce que du coup il y a l'alchimiste, voilà, par exemple. Hop, là ça c'est quoi? Hop, l'elfe warrior. Voilà, en homme et en femme, donc c'est pour ça qu'il y a tout plein de standees. Évidemment, vous avez les jetons de statut, les trappes, etc. Là, vous avez ici, par exemple, tous les squelettes. Donc, il peut y avoir différents squelettes à distance, au corps à corps, qui sont ici. Voilà. Vous avez les geckos. Donc, pareil, les geckos. Donc, vous avez l'assassin, vous avez ceux qui tirent au corps à corps. Après, vous avez les styles de... Voilà, vous avez les saurians, les élites, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, vous en avez tout plein. Hop, et pareil, de l'autre côté, on a un paquet de standees avec les ogres, les orques, voilà, tout ce que vous pouvez trouver, les araignées, les loups, les gargouilles, voilà, les momies, enfin bref, les orques, je vous ai dit, c'était ici, voilà, les gnolls, les gobelins, enfin bon, tout plein de choses. Voilà pour le côté standees du jeu. Donc vous avez vu déjà, il y a de quoi faire avec les 400 standees rien que dans cette première édition. Vous avez pas mal d'ennemis que vous pouvez affronter. Vous allez les retrouver évidemment sur les cartes du jeu qui sont ici. Et donc vous avez là les cartes du jeu que j'ai triées. Voilà, j'ai pas encore tout mis sur sleeves. Il faut savoir que les sleeves, elles étaient dans le all-in. On avait les sleeves pour tout mettre sous pochette. Alors c'est des sleeves de première, c'était pas très cher, hein, je crois que c'était une dizaine d'euros. Donc c'est pas des sleeves de très bonne qualité, mais ça suffit, ça fait le travail parce que c'est le jeu pour le coup qu'il faut quand même sleeveser parce que vous allez beaucoup mélanger les cartes exploration, etc. Et là je les ai un peu triées. Donc là on voit qu'on a effectivement donc les cartes monstres, les monstres qu'on a vu tout à l'heure, on va les retrouver avec leurs stats qui sont ici, les reptiles, les monstres magiques, les orques, les gobelins, les créatures, les morts-vivants, les monstres de quête qui sont ici. Voilà, vous avez quoi? Vous avez ici les cartes de sorts, d'armes et d'armure pour les adversaires. Donc quand vous allez piocher un adversaire, vous allez avoir, du coup vous allez pouvoir mettre s'ils ont des sorts, etc. Et ça va être donné avec ces cartes-ci. Vous avez des trésors communs, des trésors un peu plus avancés, des super méga trésors magnifiques. Donc vous avez 3 niveaux de trésors, plus les légendaires qui sont dans le livre de règles, parce que vous avez tout plein de tables de loot. Vous avez évidemment les trappes parce qu'il y aura tout plein de pièges quand vous essayez d'ouvrir une porte ou un coffre au trésor, voilà. Vous avez les fameux mercenaires que j'en parlais tout à l'heure, ils sont ici, toutes les cartes de mercenaires que vous avez là. Vous avez les cartes exploration, on a ce qu'on appelle les corridors et les grandes pièces et les rooms. Vous avez les prières pour le warrior priest, donc pour le prêtre warrior, donc des prières jusqu'au niveau 1, 2, 3 et 4. Et vous avez tout plein de spells pour le mago, donc du coup de spells de niveau 1 jusqu'à niveau 6. Vous avez... En plus de ça, vous avez les cartes de voyage, donc vous allez pouvoir voyager et en fonction, vous allez vous tomber sur des choses aléatoires dans le désert, là hors, on va dire, dans la nature, hors des routes. Et après, vous avez la même chose, les cartes d'événements, hop, qui sont ici sur les routes. Voilà, donc ça c'est aussi tout plein d'événements, de possibilités d'événements aléatoires. Je vous disais tout à l'heure, les cartes exploration, voilà, par exemple, si on prend cette carte-ci, hop, voilà,
Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle toutes les rooms, donc c'est marqué en haut à gauche, ça c'est le nombre de portes qu'on va devoir mettre, et là il nous explique comment on installe, la petite histoire de, voilà, c'est pas du jeu avec énormément de, il va y avoir une description du scénario, hein, mais il n'y a pas non plus, c'est pas un jeu narratif avec tout plein, le but c'est que ça soit rejouable et qu'il y ait beaucoup d'aléatoires pour que justement on ne sache pas sur quoi on va tomber. C'est vraiment du jeu où vous êtes sur la première tuile, vous ouvrez une porte et vous savez pas ce qu'il va y avoir, contrairement aux jeux qui sont déjà tout prédéfinis. Évidemment il y a des campagnes aussi, mais là vous allez tomber sur des tuiles aléatoires, donc là voilà on a tout plein de tuiles, donc ce qu'on appelle les rooms, les salles, et puis là vous avez les tuiles de corridor. Alors on vous dit bien qu'attention, il ne faut pas mettre celle où il y a marqué un B dessus, parce que celle où il y a marqué un B dessus c'est pour des endroits un peu plus avancés, et il vous explique, vous verrez tout à l'heure comment ça marche sur ça. Voilà, donc les trésors, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu une côté et puis là on a l'autre côté. Donc sur les trésors on va avoir une histoire de durabilité, donc là du coup on va pas enlever de durabilité aux flèches par exemple, leur coût et leur encombrement, parce qu'il va y avoir aussi le coût, l'encombrement. Donc par exemple là va y avoir, comme c'est de l'aléatoire, on va gagner des sous, du coup là on nous dit qu'il va falloir, il n'y a pas d'encombrement là, mais on va tirer le dé, et après du coup comme ça, voilà, par exemple ils nous disent que du coup là on va enlever de la durabilité. Voilà, donc là il y a tout plein de choses, vous voyez, c'est beaucoup d'événements, de choses aléatoires, de choses que vous allez pouvoir récupérer dans vos pérégrinations. Voilà, nous avions, donc j'avais dit, les cartes mercenaires, donc là pareil, on donne le nom du mercenaire, vous avez les points de vie, son armure, le coût, parce que du coup il va falloir les embaucher pour partir en mission, sauf si vous faites une team que de mercenaires, mais sinon il va falloir les embaucher pour partir dans une quête et il va falloir les payer évidemment. Et puis là on a leurs caractéristiques, donc voilà, tout plein de mercenaires et de possibilités. Voilà, les événements, ce que vous avez dit tout à l'heure, voilà, ici vous avez le petit texte qui va bien. Les spells, du coup c'est la définition du spell, combien ça vous coûte de mana, ce qu'il faut pour réussir le spell. Pareil pour les prières, c'est un peu différent parce que ça vous coûte des points d'énergie et pas de mana, mais voilà, je vous explique comment ça marche aussi, sachant que au départ on n'a qu'un point d'énergie. Vous avez des cartes donc, qui réexpliquent un peu quand on ouvre justement un coffre ou une porte, comment ça fonctionne, et après vous allez avoir en fait les monstres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on en pioche un, donc si on prend un, peu importe, si on va prendre un bandit, tiens, le premier qui vient, ici, hop, qu'est-ce qu'on va avoir de particulier? Là du coup ils vont nous donner les points de vie de ce bandit, l'expérience donnée pour tout le groupe, alors sachant qu'on levellera qu'après les phases de campement, mais il y aura l'expérience, ce qui nous donne comme niveau d'armure, là c'est top, parce que là c'est un par exemple, lui il est fort, hein. Lui c'est un T4, ça va jusqu'à tier 5, donc du coup là il va nous donner quelque chose qui est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas son niveau est plutôt intéressant, voilà. Ici lui va utiliser de la magie, donc il va avoir des cartes de magie, etc. Pour de magie à distance et magie au corps à corps, et ici ce sont ses skills, donc combat skill. Donc en gros dans ce jeu là vous allez lancer un dé 100, et si jamais il fait du coup 40 ou moins, il réussit. Là c'est son range skill, les dégâts en plus, sa résistance c'est pour certains effets de jeu, ça c'est si jamais on le tape, c'est sa défense, c'est-à-dire qu'en gros nous on va avoir un certain score à faire, par exemple supposons on tape à distance et que notre RS il est de 40, il faut qu'on fasse 40 ou moins, mais si jamais il a un to hit de moins 5, ça veut dire qu'il faudra faire du coup 45, ça veut dire que c'est plus difficile quand il y a un moins. Voilà, quand il y a des moins, ça veut dire que c'est plus dur pour le toucher évidemment. Ça va être s'il a fait des dégâts supplémentaires, et ça c'est son armure et sa dextérité s'il veut récupérer des objets qui sont tombés par terre, etc. Voilà pour nos monstres, et ensuite les monstres ils vont avoir une façon de se déplacer. Donc si par exemple j'ai un Magic User, je vais utiliser cette carte-ci qui va nous expliquer comment on déplace le monstre et qui c'est qui va taper en premier. Donc on va suivre tout simplement cette petite définition de carte qui nous dit voilà, en premier il va essayer de taper par exemple, s'il est adjacent héros, il fait ça. Si ensuite, s'il n'a pas de héros en ligne de vue, du coup il va faire ça, etc. Donc en fait chacun, que ce soit voilà, humanoïde ou les undead, les hauts morts-vivants, les bas morts-vivants, les humanoïdes avec missiles à distance ou les humanoïdes au corps à corps, etc. Et donc là on voit du coup que chacun va agir, avoir sa carte de tempérament différente. Donc ça va vous permettre de savoir qui c'est qui vont taper, comment ils se déplacent, etc. etc. Voilà, ce sont vos petites cartes d'aide.
Voilà, donc tout plein de monstres, des monstres de quête, etc. etc. Ça, j'en ai parlé. Donc là-dessus, ben, il vous réexplique le spell, ce qu'il fait si c'est un stun. Ça vous réexplique comment marche le stun. Les weapons là-dessus, et ben, ça veut juste dire, voilà, ça vous donne, par exemple, s'il a un arc long, il va faire 1 des 10 de dégâts. Ils vous disent que pour recharger, c'est un point d'action. Et ici, pour un point d'action, il ignore l'armure. Voilà, donc ça, il va voir s'il a son arme. Ben, du coup, on sait ce que fait son arme. Pareil, là, l'arme, là, par exemple, là, il a ici un bouclier, moins 5 à hit, donc comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il a un bouclier, ben, c'est difficulté qui est 5 au-dessus pour arriver à le toucher. Et voilà, après il explique que du coup, si vous avez une power attack, c'est un peu différent. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a sur les cartes, sur les trésors. Ici nous avons un jeu de cartes basique qu'on va pouvoir utiliser pour certaines quêtes et pour certains événements aléatoires, etc. Les cartes d'exploration, je vous ai montré tout à l'heure. Ici on a quoi? Bon, du coup on a effectivement, vous allez pouvoir faire des quêtes principales, des quêtes secondaires, donc Side Quest 1, Side Quest 2 et Objective. Pourquoi? Parce que vous allez avoir évidemment votre objectif principal qui va être caché. Voilà là-dessus. Donc là, ici, on a vu un peu ce que vous aviez au niveau des cartes. Ensuite, je vous ai expliqué le gros bouquin de règles que vous avez là. Alors ça, c'est la première version des règles. Si vous voulez la version mise à jour, alors le défaut du jeu, on va dire, c'est que tout le monde râle un petit peu sur les règles qui pourraient être un peu mieux explicites ou un peu mieux agencées. Il y a une version 1.2 qui existe, que vous pouvez télécharger pour 15 € sur le site de l'auteur, voilà, où il y a toutes les mises à jour du jeu. Puis c'est plus facile pour aller rapidement d'un point à un autre point. Donc c'est pas mal. Et puis il y a un glossaire à la fin qui est beaucoup plus complet. Donc où il y a des petits points de règles qui sont mal expliqués, qui sont mieux expliqués dans la version PDF. Donc moi j'ai lu la version PDF, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir quand même le bouquin comme ça. Voilà, donc là vous avez le bouquin, vous avez vu, il y a quand même, voilà, il y a du texte, tous les trucs basiques, savoir comment ça marche. Vous avez vu, c'est pas écrit très gros, hein, donc il y a de quoi lire avec toutes les explications. Donc voilà, je me suis bien amusé pendant 2 jours à tout bouquiner sur le livre de règles. Après on embarque pour la première quête, donc les skills qu'on peut débloquer, les potions parce qu'on peut être chez alchimiste, on va pouvoir faire du faire du pick lock pour essayer d'ouvrir les portes, etc. Donc vous avez tout plein de choses que je vous expliquer tout à l'heure par rapport aux guildes et compagnie. Donc en plus vous avez donc les compagnons que vous avez vus, le bestiaire, et ben du coup voilà le livre de bestiaire. Ça c'est quoi? Ben, c'est il va nous expliquer un peu toutes les races, il va nous expliquer tous les monstres, voilà, donc les monstres du jeu, et donc l'explication des cartes, effectivement. Et après, on va avoir la table d'événements des monstres, avec chacun des monstres, leur stade basique, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se comportent, etc. Et là, les tables de rencontre, puisque du coup, en fonction de votre niveau, évidemment, vous n'allez pas rencontrer les mêmes monstres. Là, pour vous donner une idée, par exemple... supposons qu'on nous dise, tiens, dans un donjon, on doit rencontrer une créature, et bien du coup, on va lancer un des 20, plus, on va rajouter plus 10 au lancer, en fonction du niveau de nos héros. Il faut savoir que vous pouvez être de niveau, vous commencez à niveau 1 et vous pouvez aller jusqu'au niveau 10. Par contre, le niveau 10, passer de niveau 9 à niveau 10, c'est 70 000 d'XP, je crois. Donc autant vous dire qu'il faut pas mal d'XP pour être niveau 10. De 9 à 10, attention. Et là, par exemple, donc si vous êtes par exemple niveau 2, vous allez faire lancer un des 20 et vous allez rajouter plus 10. C'est-à-dire que plus 10, vous allez rajouter pour chaque niveau au-delà du 1. Donc si vous êtes niveau 3, vous allez faire un des 20 plus 20. Et donc du coup, au début, si vous êtes que niveau 1, vous allez lancer juste un des 20 et vous tomberez maximum que sur le Beastman Guard. Donc enfin, vous allez de là à là, vous ne tomberez pas sur des trucs plus durs. Donc ça c'est bien pensé. Et après, plus vous allez leveler évidemment, et plus vous allez risquer de tomber sur des créatures qui sont très très fortes. Donc là vous avez comme ça jusqu'au niveau 100. Hein. Donc ça va, ils ont chacun leur capacité, leurs armes, leur nombre. Donc après, des fois on peut lancer un dé pour savoir combien ils vont être. Des fois c'est aléatoire, des fois c'est pas aléatoire. Donc ils vous disent voilà, vous en avez tant, les armes qu'ils ont, l'armure qu'ils ont, s'ils ont une capacité spéciale. Et ça c'est pour les créatures, mais on va faire pareil pour les morts vivants, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on va du coup générer les monstres dans nos campagnes. Autant vous dire que vous avez des tables comme ça, tout plein en veux-tu, en voilà, pour avoir de la rejouabilité à l'infini. Vous avez beaucoup déjà de quêtes sur le jeu, sur le livre de base, hop, qui est ici donc.
Vous avez plein de quêtes qui sont là. Vous avez le petit marque-page qui est bien. Donc ouais, Quest Book 1 qui est ici. Et donc là, vous avez des quêtes. Vous avez 2 campagnes de départ. On vous conseille d'ailleurs de faire une première quête de départ pour expliquer comment se joue le jeu. First Blood. Ensuite, une fois que vous avez fait cette quête de départ, on vous conseille de faire la première quête de la première campagne, The Dead Rising. Donc Quest 1. Et après, à partir de là, on a une quête 1 qui va sur la quête 2, qui va sur la quête 3. Donc là, on a des campagnes, hein, 2 campagnes de jeu avec plusieurs quêtes qui s'enchaînent. Et ensuite, et ben, du coup, on va avoir aussi des quêtes, des random quests. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir des quêtes aléatoires que vous allez pouvoir tirer en fonction de l'endroit où vous êtes sur le jeu. Je vous expliquer ça juste après. Donc là, vous avez aussi tout plein de quêtes aléatoires, random, qui peuvent se faire en 2 quêtes, en 3 quêtes, ça va dépendre. Donc il n'y a pas que des campagnes. Voilà. Donc là, vous avez vu, vous avez déjà tout plein de choses possibles, hein, rien que là-dessus. Et ensuite, si vous en voulez encore, si vous aviez pris l'extension, il y a le deuxième bouquin de quêtes. Et là, pareil, vous avez encore des campagnes et puis des quêtes aléatoires. Donc là, on vous explique comment faire les quêtes aléatoires, comment vous allez tomber sur ces quêtes-ci, sachant que la même quête, à part 2-3, peuvent être refaites plusieurs fois, puisque vous avez, de toute façon, les donjons vont être créés aléatoirement. Donc ce qui fait que vous ne saurez jamais à quel moment vous allez tomber sur l'objectif de quête, etc. Là, vous avez vu, hein, le taf de ouf, hein. Donc, le truc de dingue, voilà. Ensuite, vous avez ici, et bien du coup, les tables de G, ça va être plus simple. Quand on va, ici, quand on génère des ennemis sur une tuile en fonction de la tuile, et bien du coup, on va lancer un dé 6 ou un dé 12, et puis ça va nous dire à quel endroit ils vont être générés, donc de façon générée aléatoirement, en fonction des styles de tuiles. Et après, quand vous avez des phases de campement, vous verrez tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce jeu. Je vous rappelle que c'est du jeu sandbox, tout est possible. Et donc là, on a les différentes tables aléatoires pour l'équipement, si vous voulez en acheter, si vous voulez en vendre, les armures, les boucliers, l'équipement général. C'est vraiment comme du jeu de rôle, hein. Si vous voulez vendre ou réparer vos objets, on a une table ici pour expliquer comment ça marche. C'est pas très compliqué, hein. Les objets, ils ont 6 d'armure au maximum. Les objets magiques ont 8 d'armure. Et vous allez lancer en début de game, on verra ça si on fait la création des héros. Si vous voulez faire la création des héros en live, on va lancer un des 4 pour savoir de combien il réduit la durabilité de votre objet. Et puis là, on voit combien il nous faut pour réparer un objet qui nous aurait coûté, par exemple, hop, ici, on va revenir là. Voilà, ici par exemple, un objet qui nous aurait coûté 10 copper, 10 coins, pour le réparer, ça nous coûte 2. Évidemment, si c'est un objet qui est très cher, ça coûte plus cher. Un objet qui coûte 500, et du coup, ça va nous coûter 100 pour le réparer. Réparer complètement, hein, attention. Et après, sinon, là, du coup, il nous explique, voilà, si on le vend en fonction des points qu'il a perdu de durabilité, il va coûter évidemment plus ou moins cher. Vous n'allez pas pouvoir le vendre le même prix s'il a perdu de la durabilité. Voilà pour ça. Et donc là, pareil, on va pouvoir faire tout plein de potions. Donc alchimiste, là, vous allez pouvoir créer vos propres popos si vous êtes alchimiste, mais pas que. Les potions standards, les potions suprêmes, les potions nazes, les spells, les armures. Voilà, donc là, c'est vraiment du jeu. Moi, ça me fait penser à la fois au jeu d'escarmouche, de figurines, un peu comme Ranger of Shadow Deep. Ça m'y fait beaucoup penser. Ça me fait penser à la fois à Descent Dungeon ou à Four Against the Darkness, que vous avez que sur des bouquins. Sauf que là, du coup, ça va beaucoup plus loin parce que vous avez du jeu de plateau en plus de ça, quoi. Et je n'ai pas de maître de jeu. Les objets légendaires que vous allez pouvoir tirer, les objets magiques, les événements quand vous êtes en donjon, quand vous êtes en extérieur, vous avez 24 événements différents. Les événements de donjon, ça c'est accessoire. Les leviers, des événements aussi par rapport à ça. Les tables de trésors, vous allez pouvoir tout looter. Vous allez pouvoir looter les salles, etc. Et là, vous avez effectivement, quand on ouvre une salle, ce qui se passe, les ennemis pour les attaquer, comment ça fonctionne. Voilà. Et vous avez en plus, si ça ne vous suffisait pas, vous avez en plus une campagne supplémentaire Dark Pyramid. Voilà, donc là, une autre campagne. Ça, c'était pareil si vous preniez le all-in. Moi, j'ai imprimé tout plein de fiches de fan-made qui permettent d'aller plus vite sur la création des héros. Ça, c'est sur leur Facebook, League of Dungeoners. Sur la création des potions, ça, c'est l'auteur du jeu qui a fait ça. Sur, voilà, l'attaque, etc. Donc là, ici, vous avez des fiches qui existent, qui sont pas mal faites. Il y a même un fichier Excel aussi qu'ils ont fait, qui est plutôt sympa si jamais vous voulez voilà, avoir un peu d'aide au début de vos parties, parce qu'il vous faudra quelques parties quand même pour arriver à jouer toutes les règles, parce qu'il y a beaucoup de choses à se rappeler malgré tout.
Ensuite ici nous avons du coup les fameux héros. Donc là moi j'en ai créé un déjà, j'ai créé un premier héros, le Warrior Priest, et puis on en créera un ensemble si vous avez envie qu'on crée ensemble le héros, et après que je fasse l'aventure. Et là vous avez effectivement, ici on avait tout un... Ça c'était en plus en extension. Donc là vous avez pour eux, puis après on a pour le mage, etc. Et là donc vous avez tout qu'on peut remplir. Je vous expliquerai ça en détail sur la création du héros. Mais là, par exemple, vous voyez, si on regarde un peu de plus près, voilà, moi je me suis j'ai créé du coup un Halfling, il s'appelle Halfling, c'est un Priest, donc level 1, il a 1 de luck parce que du coup c'est son avantage de race, il a 2 d'énergie parce que c'est son avantage de relique, parce qu'il a gagné une relique, et du coup il y a tout un système très sympa pour personnaliser les héros, c'est très fun, donc pour la force, la constitution, la dextérité, le wisdom, la résolution, les points de vie, savoir quel type d'armes et d'armure vous pouvez porter en fonction de votre force. Du coup là moi je peux porter des armes et armures de rang 2, voilà, par rapport à ma force, donc du coup niveau 2 maxi. Voilà, ici on a donc du coup ici on a nos skills, on a nos capacités qui sont évidemment en fonction de la dextérité ou du wisdom, etc. Vraiment comme un jeu de rôle. Donc là vous expliquerez comment on les crée, mais en gros là ça me donne mes capacités qui sont en lien avec mes stats. Ensuite nous avons, là j'avais une arme de départ que je pouvais choisir, j'ai pris le staff, donc un D8 de dégâts, classe 2, donc je peux le porter, c'est bon pour ça que j'ai pris ça. Encombrement 5, on peut pas dépasser la valeur de sa force en encombrement, donc là du coup il faut rajouter, voir tout ce qu'on a en encombrement, et là je suis à 15 d'encombrement sur une force de 30, c'est bon, on peut pas dépasser plus 15 de sa valeur de force maximum, et si on dépasse même de 1 sa force, on va avoir moins 10 pour nos stats de lancer évidemment. On va avoir, donc ça c'est tracker de points, vous avez la durabilité de vos objets, donc c'est pour 6 ou voire 8 si jamais vous avez un objet magique, et ici du coup moi j'ai acheté des choses dans l'équipement, donc je me suis acheté déjà une armure, etc. Donc là du coup on a la défense, l'encombrement, et j'ai lancé le dé pour savoir combien il me restait de durabilité. Donc là il m'en reste pas beaucoup, là j'ai 4 de durabilité, quand c'est cassé, vous pouvez plus vous en servir, il faudra le réparer. Donc il y a ce système là dans le jeu, là j'ai pris une torche, des bandages pour soigner, les sous on commence avec 150 gold, j'ai plus que 150 coins, parce que j'ai acheté tout plein de choses. Sanité, c'est le côté mental du jeu, on n'est pas sur Cthulhu, mais en gros si jamais vous... à force de errer dans les donjons, etc., vous risquez de perdre voilà, de la sanité, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre côté mental va petit à petit, vous allez vous épuiser mentalement, et vous risquez, si vous tombez à 0, vous allez prendre une conséquence, et vous allez être cure, et vous allez être cette conséquence, elle va être pour tout le temps, sauf si vous allez trouver un endroit où vous allez pouvoir vous enlever cette conséquence là. Et en gros, plus vous avez de malédictions sur vous à chaque fois que vous passez à 0, et moins votre sanité elle pourra monter. Donc si vous avez une grosse malédiction, vous aurez plus que 9 en sanité, si vous avez 2 malédictions, vous aurez plus que 8, etc. etc. Donc ça joue aussi sur ça, sur le héros, en fait, qui peut devenir fou ou pas. Et ici on a du coup, là j'ai des prières, donc du coup j'ai choisi mes prières de départ avec leurs effets. J'ai une relique, donc qui me donne plus d'énergie. On a un truc très sympa parce que vous allez pouvoir tirer votre background en début de, si vous voulez, vous faites le vôtre, ou sinon vous tirez un D20 pour savoir votre background. Et moi, par exemple, mon héros, il est né. Sa famille l'a eu tard, mais mes parents l'ont eu tard. Enfin, je dis mes parents, évidemment, Half. Donc du coup, ses parents l'ont eu tard, ce qui fait que du coup, il s'est passé des choses dans sa vie. Sa famille a toujours donné à manger, à boire comme il fallait, sauf que malheureusement, en grandissant, sa maman est décédée, et quelqu'un est venu pour lui dire attention, maintenant, vos parents me devaient de l'argent, et du coup, on lui prend à Half sa maison, voilà, parce qu'ils étaient endettés. Et donc en fait, l'objectif du héros, là, du background, c'est un des objectifs, c'est marrant, ça donne un petit truc en plus, c'est d'arriver à avoir ce qu'on appelle New Home, donc une estate. Donc dans le jeu, vous allez pouvoir acheter un manoir, enfin un lieu, une habitation, et dans ce cas-là, si vous avez l'habitation, on va gagner 1500 d'XP parce j'aurai réussi ma quête de destinée, mais c'est un petit truc en plus, voilà, qui est plutôt très sympa. Ici donc j'ai des rations parce qu'il va falloir se nourrir, des bandages, et ici on a des traits, donc il faut savoir que les traits, ça va vous permettre du coup d'avoir des capacités passives. Donc moi j'ai plus 1 de luck et plus 10 contre les tests de peur et de terreur, voilà. Les perks, du coup vous allez aussi augmenter en levelant, vous allez augmenter des traits, des perks, vous allez avoir des talents, etc. Donc vous allez vraiment évoluer vos héros avec tout plein de possibilités. Votre chien, à la fin, si jamais vous avez
un chien. Voilà, donc création des persos qui est très complète. Voilà, ici, alors on pourrait le reprendre sur le bouquin, je ne sais plus où il est, mais en gros, parce que du coup, il y en a beaucoup. Est-ce que je l'ai quelque part? C'est mieux d'aller voir directement sur le PDF que sur le livre, parce que sinon le livre c'est un peu plus galère pour trouver les trucs. Est-ce que je vais vous trouver ce que je voulais vous montrer? Non, je ne vais pas trouver ce que je voulais vous montrer. C'est avant, si c'est là, voilà. Donc ici, pour vous donner une idée, voilà, là ici, hop. Voilà, niveau 1, pour passer à niveau 2, il faut 1000 d'XP, on va gagner des points de vie, on va gagner un point de luck, un point d'énergie, et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, du coup, on va vous dire qu'on va gagner, enfin, chaque fois qu'on level, on va gagner 15 points, qu'on va pouvoir répartir pour acheter ou augmenter de stats ou augmenter des compétences, mais on peut augmenter plus de 5 dans une stat, etc. Et là, on vous dit que votre maximum, en fonction de votre race, à ne pas dépasser, voilà, et après, ici, vous avez quoi? Ben, du coup, c'est justement combien ça vous coûte. Donc par exemple, si moi je suis Warrior Priest, donc si je veux augmenter ma force, ça va me coûter 3 points pour monter de 1 point. Voilà, le wizard, etc. Et pour les skills, pareil, ça vous dit combien ça vous coûte pour monter à chaque fois. Et ensuite, à chaque fois que vous allez leveler, et bien à un moment donné, par exemple, ici on voit qu'au level 2, le Warrior Priest, il gagne un talent qui s'appelle Mental. Et donc chacun va gagner comme ça des talents. Au niveau 3, vous allez gagner telle ou telle chose. Donc là, vous allez gagner des talents, vous allez gagner des perks aussi à chaque fois que vous allez leveler, en plus des choses que vous allez pouvoir acheter, puisque quand on est priest, et ben du coup on va pouvoir prendre des nouvelles prières qu'on va pouvoir acheter dans notre sanctuaire. Voilà. Donc vous avez vu, ça fait plein de choses, Academy Skill, parce qu'après on va avoir tout plein de skills magiques, etc. Vous allez pouvoir aussi acheter en fonction de vos accès, tout plein de potions aussi dans le jeu. Voilà, sur ça. Vous avez ici, donc il y avait les fiches ici un peu plus en extra qui vous donnent votre menace, j'expliquerai plus tard le moral du groupe, la fiche pour chacun des héros, donc avec leur point de vie, leur énergie, la sanité, savoir si vous avez une arme à distance ou au corps à corps, vous pouvez dodger, éviter une seule fois par en rencontre, donc ça vous avez un truc de dodge, les points de statut, donc comme ça vous avez des tokens qui vous permettent de savoir où vous en êtes dans les combats, et ici ça vous rappelle un peu tout ce que vous devez faire ou vous pouvez faire dans les différents effets du jeu. Donc ça vous pouvez mettre un marqueur effaçable si vous voulez. Ici évidemment on a aussi une fiche qui vous explique effectivement quand on rentre, quand on explore, etc. tout ce qu'on doit faire là et là. Voilà les trucs pour aussi les trésors, la table de trésors, voilà, que vous avez ici également. Donc vous avez vu, ça fait pas mal de choses, ça fait beaucoup de possibilités dans le jeu. Et encore, on n'est qu'au début. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Moi j'avais pris, mais vous aurez la même chose si jamais vous ne prenez pas le playmat. Mais là, moi j'ai le playmat qui est ici, donc c'est la carte du monde. Voilà, elle est là. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc là on l'a aussi évidemment en mode board game, hein, en mode plateau. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Si je peux vous le montrer sur les cartes, je vais vous montrer ça. Donc le plateau donc je vais vous montrer là il est plié évidemment, hop, ici. On va pouvoir faire un zoom dessus, je vais vous montrer qu'un quart du plateau. Hop, voilà. Donc un quart du plateau, comme ça vous allez voir un petit peu comment il est fichu. Est-ce que je peux zoomer encore? Ouais, je peux zoomer encore. Ouais, je peux zoomer encore. Voilà, donc ici en fait on a des pointillés blancs qui nous disent qu'en fait là il y a une partie de désert, c'est une extension, donc c'est les anciens, le côté désertique, les anciennes ruines et tout. Là personne s'aventure aussi bas. Et en fait les hexagones, c'est que quand vous allez sortir de votre ville pour aller faire une quête, et ben du coup vous avez certaines quêtes qui vont vous dire allez au numéro 34, allez au numéro 27, etc. Donc vous allez vous déplacer d'hexagone en hexagone pour essayer d'aller jusqu'à votre quête. Vous avez des quêtes aléatoires aussi. Vous avez par exemple, si on est à Rochdale, vous allez avoir certaines quêtes qui sont reliées à Rochdale, ou des quêtes aussi aléatoires en partant d'ici. Donc là, Rochdale, par exemple, il a un petit point de couleur violet que vous ne voyez pas, c'est trop petit. Et du coup, tout autour, vous allez avoir, par exemple, Rochdale de 1 à 6, vous lancez un dé. Et là, par exemple, si vous devez faire une quête en 4, le 4 violet, il est ici. Alors ça se voit pas là sur l'écran, mais en gros, vous avez des chiffres. Et donc, ça vous permet, vous savez que tout autour de votre... Il y a des petites...
des villages, on va dire, et autour des villages vous avez 6 points de quête qui vont être, quand on vous dit qu'il y a une quête, elle est random au niveau du lieu, ben, du coup vous lancez le dé pour savoir où c'est qu'elle va se situer la quête autour du village où vous êtes. Vous avez des quêtes où vous êtes obligé d'aller sur les points précis, donc par exemple les quêtes où c'est marqué en blanc, 33, 34, etc. Donc ça c'est très sympa, vous êtes dans un lieu, en fonction des lieux où vous êtes, vous n'allez pas avoir les mêmes choses, vous allez avoir par exemple le blacksmith pour améliorer vos équipements, pour faire des enchantements, pour améliorer vos potions, vous allez sur chacun des lieux, vous allez acheter ou vendre des objets, pas au même prix, vous allez avoir tout plein de possibilités, donc c'est dans le livre de règles, on vous dit voilà, dans tel et tel lieu, vous allez pouvoir faire ça ou ça ou ça, donc dans les lieux, en gros, en fait, entre chaque donjon, on va souvent, pas tout le temps, mais souvent revenir à notre lieu où on a pris la quête, et donc c'est là qu'on gagnera notre XP, il faut revenir jusqu'à là. Supposons qu'on avait une quête en 40, on va devoir faire les hexagones pour revenir à la ville et récupérer notre XP. Dans la ville, on va pouvoir se soigner, on va évidemment y dormir pour pouvoir récupérer nos points de vie, pour récupérer notre énergie, pour faire des quêtes, et durant la journée, on peut rester une journée à la ville pour s'entraîner, par exemple. On va pouvoir acheter un cheval, hein. Si on a tous un cheval, on va pouvoir se déplacer plus rapidement, un chameau pour aller dans le désert. On va, comme je disais tout à l'heure, si on est dans la ville principale, on va pouvoir acheter notre manoir pour le groupe entier. On va pouvoir faire des jeux d'arène, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'entraîner au combat et gagner des sous. Donc on a plusieurs niveaux dans les arènes, on a premier niveau, si on gagne on arrive en demi-finale, en finale, et donc évidemment sur nos lancers 2D, hein, c'est indécent, et en fonction de nos caractéristiques on va avoir des malus, et si on réussit on va gagner plus ou moins d'argent. On va pouvoir faire des paris, on va pouvoir faire des jeux, on va pouvoir faire des courses de chevaux, on va pouvoir il y a des milliards de choses, on va pouvoir s'entraîner, on va pouvoir gagner des nouveaux spells, on va pouvoir, voilà, entre deux donjons, récupérer un nouveau, voilà, comme je disais, un nouveau spell, etc. On va avoir vraiment tout plein de choses possibles à faire dans les cités, et chaque cité va nous donner des choses différentes. Donc des fois, on va avoir besoin d'aller dans telle cité ou telle cité pour récupérer une certaine quête, ou pour avoir des quêtes aléatoires. Ça va dépendre des endroits où on va se diriger sur la map. Quand on se dirige, on fait comment? On va avoir des points de mouvement. Donc les points de mouvement qui vont être de 3. Si on se dirige évidemment, qu'on a des routes, et bien du coup on va pouvoir se déplacer d'un hexagone à un autre hexagone pour un seul point quand on a une route. Où c'est que j'ai une route? Là par exemple j'ai une route, voilà. Ici si je suis à Coalfell, ben, du coup j'ai une route, donc là ça me déplace, pour chaque hexagone je me déplacerai de 1, et quand j'aurai fini mon déplacement, donc si j'ai 3 de déplacement, je fais 1, 2, 3 pour chaque case où je rentre, et dans ce cas-là, bah, j'aurais passé déjà une journée. Pour chaque journée que j'ai passé à me déplacer, et ben du coup, ou dans la ville, il faudra que je mange, et si j'ai pas de quoi manger, je vais prendre de la sanity, etc. Je vais prendre des malus, ou le moral va tomber, enfin bref, surtout les malus de sanité. Enfin, il y a tout plein de choses qui vont vous embêter. Et donc il va falloir avoir des rations, vous allez pouvoir faire du forage avec le ranger par exemple pour essayer de récupérer des rations au lieu de payer de la bouffe pour pouvoir partir sur la route. Donc vous allez comme ça avoir une phase de trajet, de voyage, du land crawler sur le jeu. Vous avez des phases d'événements comme je vous disais, donc quand vous débutez un voyage vous allez tirer peut-être un événement. Il y a, des fois c'est souvent sur 11 ou 12 sur un D12, ça dépend des lieux où vous êtes, et si vous tirez l'événement ça se peut que vous retrouviez à avoir un événement extérieur en dehors des donjons. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, vous allez avoir des grandes tuiles comme ceci qui vont vous permettre alors du coup de faire des événements. Voilà, vous allez avoir des événements de skirmish que vous allez avoir en dehors des donjons, et donc là vous allez faire proc vos événements sur les différentes tuiles hors des donjons. Voilà, donc du coup on va se déplacer, peut-être un événement ou pas, et là par exemple à Coalfell, même du coup là si on tire un 4, on aura peut-être une random quest ou une quête qu'on aimerait faire, et puis tiens ça nous dit, eh ben, elle est où? Ah elle est en 4, donc on sait qu'il faudra se déplacer jusque là, mais ça nous prendrait évidemment plusieurs jours, on pourra dormir dehors, si on n'a pas de sous, par exemple dans votre cité, vous pouvez dormir et payer l'auberge, si jamais vous n'avez pas les sous, vous allez dormir dans les écuries, donc vous allez moins bien régénérer, etc. Et donc là on voit effectivement les quêtes qu'on peut faire, on va se déplacer plus vite sur les routes, moins vite sur évidemment la forêt, etc. Et encore moins vite quand vous êtes dans le désert. Évidemment, si vous avez un cheval, vous allez aller plus vite. Si vous avez un chameau, vous irez plus vite à cet endroit-là. Donc, il y a ce côté, cet aspect du jeu qui est sympa. En plus de ça, quand vous voyagez, vous allez pouvoir trouver des ingrédients pour vos potions, pour pouvoir faire de l'alchimie et crafter des potions. Donc, ça se peut que vous trouviez des parties d'ingrédients de potions quand vous voyagez d'un point A à un point B pour aller dans un donjon. Et après, vous sortez de votre donjon, vous devez revenir à l'endroit, sauf si ça vous dit d'aller à un autre endroit. Sachant que dans le sud, pour aller dans le côté désertique où tout le monde a peur, parce que là du coup il y a les fantômes, etc.
lors du jeu, en gros, les rois se sont succédés, il y a eu justement, League of Dungeoners, c'est-à-dire c'est les héros qui étaient partis plus loin au sud, enfin dans les outposts et plus loin, qui se sont retrouvés à vouloir explorer pour trouver plein de reliques, etc. Sauf qu'il y a eu des morts vivants qui sont apparus, qui ont éliminé un tiers de la population, et d'un coup ils ont disparu, mais plus personne n'a osé s'aventurer dans cette zone désertique. Mais nous on pourrait y aller, mais pour faire une quête dans les zones désertiques, il faut passer par l'outpost ou certains trucs un peu prédéfinis. Voilà, et nous avons, est-ce que je l'ai là, la cité principale? Donc voilà encore un bout de plateau, hein. Voilà, Freyel, hop, le port, Windfair, après, hop, voilà, ici. J'aimerais vous montrer, c'est où Lily? Pourquoi elle est... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben voilà, ici. Donc Silver City, c'est la plus grosse ville de la région. Dans Silver City, c'est là où vous avez le plus de choses possibles, vous avez des grosses quêtes, etc. qui débutent. Dans Silver City, vous avez les guildes, et les guildes, eh ben, c'est là où vous allez pouvoir entraîner en fonction de votre classe de perso, vous allez avoir accès à la guilde, par exemple pour le prêtre, etc. Et cette guilde, par exemple, va vous donner des choses. Par exemple, si vous êtes un guerrier, vous allez, par exemple, pouvoir être chasseur de tête. On va vous dire, tiens, aujourd'hui, pour le prochain donjon, on vous propose de tuer tel ou tel personnage, et si vous les trouvez vous allez gagner de l'XP ou des sous de cette façon là. Pareil, le wizard va trouver des familiers, etc. Donc chacun va pouvoir aller dans sa guilde, et chaque guilde va vous faire un peu comme vraiment dans les MMO, dans les RPG, les jeux de rôle. Vous allez avoir accès à votre guilde et vous aurez tout plein d'options, genre avoir des équipements qui sont spécifiques à votre classe, donc des super équipements magiques et tout, que par rapport à votre classe. Ou dans votre guilde, on va vous dire voilà, vous allez pouvoir leveler une compétence ou autre parce que c'est votre guilde, ou carrément, comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir accès à des sanctuaires pour prier, vous allez gagner comme ça des capacités. Le prêtre lui va pouvoir aller directement dans son sanctuaire à lui parce qu'il aura plus de bonus pour aller prier et gagner des bonus. Enfin bref, il y a des centaines et des centaines de possibilités. Donc avec les guildes, vous avez encore, comme je dis, c'est des side quests ou des petites quêtes en plus de récompenses en disant bah tiens, tu tires aléatoirement et tu as tel et tel monstre à tuer, et quand tu reviens à chaque fois, ça te donne un nouveau truc en disant tiens, chasseur de primes, tu vas devoir tuer telle ou telle chose. Donc ça, c'est ce qu'on trouve aussi dans les guildes. Et Silver City, c'est vraiment l'endroit principal, et c'est là où vous allez pouvoir construire votre manoir pour votre groupe. Et puis là, vous voyez qu'il y a les différents lieux avec les différents points pour aller accéder à vos différentes quêtes. Voilà, donc je vous ai parlé des grandes tuiles. Ensuite, on a quoi? Je vais dézoomer. Hop. Et donc on a dans les donjons, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, quand on tire une carte donjon, room ou corridor, du coup, on va avoir un numéro, et donc ça va vous dire tiens, vous mettez cette tuile là, ou alors vous mettez cette tuile là. Donc on va savoir quelle tuile on va mettre. Donc on a plein de tuiles comme ça pour savoir qu'est-ce qu'on met, et donc ça va être de la création complètement random en fonction de vos quêtes. Vous allez pouvoir refaire une quête avec du random complet sur est-ce que les monstres vont popper ou pas sur chacune des tuiles, donc en fonction des endroits. Puis évidemment, vous aurez dans les campagnes, vous avez des tuiles particulières évidemment, hein, pour aller chercher certains endroits spécifiques de vos quêtes. Donc vous avez vu, vous avez tout plein je vous montre pas tout, mais vous avez tout plein de tuiles aussi. Voilà, ça va être pour la génération des donjons. Là, je vous ai expliqué donc globalement comment vraiment l'idée générale du jeu, hein. J'essaye d'aller vite et pourtant ça fait déjà 45 minutes que je parle. Pourtant, j'essaye vraiment de tracer, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à retenir, et beaucoup de choses que l'on peut faire. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici, on a par exemple, hop, là, la carte de Silver City avec les différentes guildes, etc. L'endroit où on va pouvoir fighter l'arène de combat, avec les combats, etc. Ce qu'on va pouvoir y faire. Si on veut la banque, parce qu'on va pouvoir évidemment mettre des sous en banque, on va peut-être, en fonction des banques, on va pouvoir gagner plus d'argent ou tout perdre. Donc là, on va avoir tout un système aussi pour gagner des sous ou en perdre à la banque. On a vraiment donc les guildes, les horses, les réparations, les levels, les différents lieux. Hop, ici, je voulais vous montrer quoi?
Donc, est-ce que j'ai, voilà, les différentes villes, et dans chaque ville, donc sur le livre de règles, on vous dit, voilà, sur cette ville-là, vous allez pouvoir, on peut aller voir Alberta pour avoir les animaux, on va pouvoir avoir un general store, il vous dit, voilà, vous allez pouvoir pêcher avec un équipement, ça vous coûte 50 pour l'acheter, elle vous donne certains objets, il y a les temples pour gagner certaines, voilà, certaines bénédictions en fonction des lieux, etc. Donc sur chaque lieu, comme ça, on vous dit ce que vous pouvez y trouver, ce que vous pouvez y faire. Ensuite, dans le jeu, donc quand vous serez dans les donjons, vous allez avoir tout plein comment dire, d'obstacles différents. Et en fonction des obstacles, vous allez pouvoir les loot et gagner des choses sur ces différents obstacles. Donc il y en a tout plein. Ça vous donne une tonne de possibilités. Alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc après, qu'est-ce que vous avez de particulier? Ben, quand on va créer un... Par exemple, on nous dit au début, tiens, faites la première quête. La première quête vous dit il faut 4 corridors et 4 rooms. Donc vous allez prendre vos cartes. Vous allez prendre 4 corridors, 1, 2, 3, 4 et 4 rooms. Et vous allez ensuite, les 4 et 4, donc ça en fait 8, vous allez les mélanger. Et du coup, vous ne saurez pas si vous allez tomber sur un corridor ou sur un room. Et ensuite, vous allez prendre votre carte. Évidemment, il faut tous leaves. Et ensuite, vous allez prendre votre carte d'objectif. Si vous avez pris 4 et 4, donc vous avez 8 cartes que vous mélangez, vous allez les séparer en 2 piles égales et vous allez mettre votre objectif dans la pile de cartes, dans une des 2 piles, peu importe, c'est les mêmes. Et après, cette pile là, vous allez les mettre sous l'autre pile. Ça veut dire que la carte d'objectif, elle sera que dans la deuxième moitié, mais on ne sait pas où dans la deuxième moitié, évidemment, pour pas finir la quête trop vite. Voilà, ça se fait ça dans beaucoup de jeux, hein. C'est très bien, enfin c'est normal, c'est bien. Et donc ça vous permet comme ça d'avoir de l'aléatoire, et donc vous savez pas sur quoi, quand c'est que vous allez tomber sur votre carte d'objectif final ou sur votre quête d'objectif secondaire. Donc ça c'est comment vous allez créer le donjon, bah, c'est comme ça, et après à chaque fois que vous allez ouvrir une porte, et bah, du coup vous allez tirer, donc sur vous avez votre pile de 8 cartes, et vous allez tirer une carte qui va vous dire, bah tiens, hop, là tu installes telle tuile. Et après, qu'est-ce qui va se passer si vous avez plusieurs portes sur l'endroit où vous êtes? Vous allez séparer en deux votre pile d'exploration en partant toujours du dessous, 1, 1, 1, 1 pour garder l'équilibre du jeu. Et vous allez avoir du coup des explorations d'un côté et de l'autre côté. Enfin, du coup, vous aurez des cartes d'exploration devant chacune des portes. Donc à chaque fois comme ça, vous allez pouvoir avoir des cartes d'exploration sur chacune des portes que vous allez ouvrir, ce qui vous permet vraiment d'avoir un jeu vraiment du dungeon crawler, vraiment pur et dur. Vous ne savez pas ce qui va vous attendre. Voilà, quand vous ouvrez une porte, vous allez peut-être, donc est-ce qu'elle sera bloquée ou pas bloquée? Il va falloir lancer un dé. Si vous faites moins de 7, et ben du coup la porte ne sera pas bloquée. Si vous faites 7, 8, 9, 10, elle sera bloquée et ça va être plus ou moins dur pour la casser ou pour faire le pic, enfin pour l'ouvrir avec les outils de crochetage en fonction de, ben, du coup si vous faites 8, 9, si vous faites 10, ben, évidemment ce sera encore plus dur pour l'ouvrir. Donc du coup vous avez ce côté là de elle peut être ouverte, si elle est fermée, ben, du coup on va pouvoir lui taper dessus, elle aura des points de vie, donc on va lui taper sur la porte dessus pour essayer de la casser. Donc les portes, vous en avez tout plein en 3D, elles sont là, vous avez vu, c'est du truc de folie, elles sont fermées ou ouvertes, voilà les portes, et ben du coup vous allez comme ça avancer dans le donjon. Hop, regardez nos jolies portes, elles sont là, fermées et ouvertes, voilà. Donc ça, c'est les deux choses. Vous allez évidemment, vous avez des sous, donc du coup dans le truc vous aviez des sous avec tout plein de sous qui valent 1 pièce, 10 pièces, 100 pièces. Donc là vous avez les sous en métal qui sont ici. Hop, voilà. Et ça vous allez pouvoir les mettre dans votre besace. Hop, pareil, l'extension, il y avait une jolie besace qui est ici. Et vous allez l'initiative la tirer avec des jetons en acrylique, donc du coup là-dedans vous allez mettre l'initiative des alliés et des ennemis. On ne sait pas qui c'est qui va jouer en premier, mais on va avoir des possibilités dans le jeu pour avoir plus de chances d'être premier ou pas contre les monstres. Donc ça, l'initiative, ça sera tiré là-dedans. Et du coup on a des jetons en acrylique pour l'initiative, ce qui est pas mal, parce que du coup une fois que vous avez tiré votre initiative, ça vous pouvez le mettre sous votre héros pour savoir qui s'est activé, ou savoir quand un monstre est éliminé. Donc vous allez laisser le monstre, par exemple l'acrylique, sous le monstre pour savoir que vous avez éliminé le monstre. Pareil, vous avez ça pour vous balader sur la map que j'ai montré tout à l'heure, la map du monde. Voilà sur le contenu du jeu, ça aussi des petits cubes comme vous êtes tout à l'heure pour savoir les points de vie, etc. etc. Globalement, pour faire vite, voilà, enfin j'essaie de faire vite, mais ça va faire 1 heure hein, presque. Là, je vous ai vraiment montré tout le matos du jeu, vous expliquer vraiment dans les grandes lignes toutes les possibilités du jeu, c'est assez énorme. Et si ça vous intéresse, vous me mettez vraiment un petit j'aime, vous me mettez un petit commentaire ou un grand commentaire, et puis on fera la création des héros ce soir ou demain, si ça vous plaît. On fera la création au moins de 1 héros ensemble en live, et puis après je vous ferai pourquoi pas une vidéo de partie.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en gros, comment ça va marcher? Vous allez partir, donc je vous expliquais un peu en gros le dessin, etc. Quand vous rentrez dans un donjon, vous allez avoir donc ce qu'on appelle le dé du donjon, donc le dé du scénario. Et donc souvent ça vous dit si vous faites un 9 ou un 10, ben, du coup ça va faire proc la menace. Si jamais vous faites pas 9 ou 10 sur le dé du scénario, tout va bien. C'est le scénario qui vous donne la valeur du dé. Donc si vous faites pas 9 ou 10, rien ne se passe. Si vous faites 9, enfin, si vous faites 9 ou 10, du coup vous allez lancer le dé de menace. Et si le dé de menace, que vous lancez, donc vous avez une menace au départ hein, qui est indiquée au tout début du scénario. Et si vous faites égal ou en dessous du niveau de menace, et ben du coup vous allez faire proc tout simplement un événement de donjon, où il y a des événements de donjon quand vous n'êtes pas en combat et des événements de donjon quand vous êtes en combat. Voilà, ça c'est par rapport à la menace. Et si vous faites c'est le seul moment où il faut faire un dé supérieur. Sinon, en général, il faut faire des dés plutôt inférieurs à ce qui est demandé. Si jamais vous faites un dé supérieur, du coup la menace ne pop pas, donc il n'y a pas d'événement dans le donjon. Et dans ce cas, bah, du coup, vous allez augmenter quand même la menace de 1 à chaque fois que vous allez faire un nouveau tour de jeu ou à chaque fois que vous allez ouvrir une porte. Donc petit à petit la menace va augmenter. Si vous faites un 20 sur le lancer de menace, bah, du coup vous réduisez de 5 la menace. Donc comme ça permet d'avoir, bah, vous n'allez pas rester à un moment donné dans le jeu, bah, du coup la menace va augmenter. Vous êtes obligé de vous retrouver à avoir un événement qui va proc, à avoir des monstres qui vont arriver, sachant que dans les corridors il y a 30% de chances d'avoir des monstres qui se pop. Donc vous allez lancer un descent sur 30 ou moins, il y a un pop qui arrive sur un corridor, et sur une salle, une room, c'est une chance sur 2, donc c'est sur un descent, c'est de 1 à 50, vous allez vous retrouver à avoir un ennemi. Voilà. Ça, c'est à chaque fois que vous allez rentrer dans une nouvelle salle après avoir ouvert une porte, et ben là du coup vous allez vérifier s'il y a des ennemis ou pas qui arrivent, sachant comme je disais tout à l'heure que les portes peuvent être fermées ou ouvertes, et en plus de ça il faut lancer un autre dé, un D6, pour savoir si la porte elle est piégée. Si vous faites 1 à 5 elle n'est pas piégée, si vous faites 6 elle est piégée, et il faudra ou se barrer ou essayer de désactiver le piège ou se le prendre dans la tronche. Donc vous allez vous lancer les 2 dés en même temps pour savoir si la porte est ouverte et si la porte est piégée ou pas. Voilà, et donc en gros on passe comme ça, on ouvre une nouvelle salle, et à chaque fois on sait pas, on va à l'aveugle comme ça, après à chaque fois qu'on ouvre une porte, hop, on regarde la nouvelle salle, on la révèle, on regarde s'il y a des monstres ou pas, à chaque fois qu'on fait un nouveau tour de jeu, on augmente la menace de 1, quand on ouvre une porte, on ouvre la menace de 1, si on casse une porte à la main, on fait du bruit, donc on monte la menace de 2. Et en plus, s'il y a des monstres juste après, bah, du coup, ils auront plus de chances de nous tomber dessus en premier au niveau de l'initiative parce qu'on aura fait du bruit dans le donjon, ce qui est normal. Voilà. Et ensuite, du coup, comment ça va marcher? Bah, du coup, vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, vous allez mettre vos petits jetons de héros là-dedans. Si jamais vous n'êtes pas en combat, vous décidez comment vous activez les uns après les autres. Peu importe, vous avez 2 actions points, 2 points d'action. Sur les points d'action, vous avez tout plein de choses. Hein. Vous pouvez looter une salle, vous pouvez looter donc une salle, quand vous voulez la looter, c'est un jet de perception, c'est tout le monde peut aider celui qui veut looter la salle, celui qui a le plus de perception, et vous allez peut-être trouver un truc dans la salle en général, et après vous pouvez aller looter un point spécifique. S'il y a un établi, s'il y a une fourniture, on va pouvoir faire un test pour regarder s'il y a quelque chose dans l'établi ou dans l'obstacle qu'on peut avoir. À chaque fois que sur une tuile vous avez des obstacles, etc., ça va gêner, ça va vous empêcher de bouger, mais ça va surtout, ça peut embêter sur la ligne de vue, et du coup il y aura un -10 pour tirer à distance si jamais vous avez un obstacle. Et vous allez pouvoir monter sur les obstacles, et du coup ça vous coûtera un point de mouvement supplémentaire, ça vous permettra de tirer avec un bonus pour tirer. Quand vous vous déplacez, du coup vous avez vos standees, et du coup je vous disais, l'orientation est importante parce que quand vous allez vous déplacer, si vous tirez derrière, vous tapez derrière un ennemi, bah, du coup vous allez avoir plus 20, donc enfin plus 20. Supposons qu'il faut faire 40 ou moins pour toucher l'ennemi sur un descent, et bien si vous tapez par derrière, vous aurez 60 ou moins. Donc du coup vous aurez 20% de chance de plus d'arriver à le toucher. Donc c'est intéressant de taper par derrière. Pareil, si on tape au-dessus, vous allez avoir des possibilités. Vous allez avoir ce qu'on appelle une zone de contrôle. Donc ça veut dire que quand vous avez un héros qui est placé, ben, tout devant lui et sur ses côtés, il y a sa zone de contrôle qui fait que cette zone de contrôle-là, un héros ou un ennemi, hein, quand vous rentrez dedans, si vous vous déplacez dans la zone de contrôle de quelqu'un, vous utilisez un mouvement supplémentaire. Sachant que globalement, dans le jeu, vous avez 2 points d'action par tour, et un point d'action, vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer de 4 cases.
et si vous voulez faire 2 fois votre mouvement, la deuxième fois c'est vous déplacer que de la moitié de votre mouvement, c'est-à-dire au maximum sur un tour vous pouvez vous déplacer de 6 cases. Donc tiens, je peux me déplacer puis faire une attaque, ou je peux faire 2 attaques si je suis à distance, etc. On peut échanger les objets, on va pouvoir donc looter un endroit, on va pouvoir looter la salle, on va pouvoir échanger dans l'intérieur de, si on a des objets sur nous, on va pouvoir changer ce qu'on a comme objet, on va pouvoir, s'il n'y a pas d'ennemis sur la salle adjacente, on va pouvoir faire une phase de repos pour gagner des points d'énergie, des points de vie, etc. Évidemment, s'il y a 0 point de vie sur un ennemi, il meurt. S'il y a 0 point de vie sur un de vos alliés, il faudra lui faire du bandage pour qu'il puisse être du coup remis plus KO, on va dire. Vous allez pouvoir faire des postures d'attaque, donc vous allez pouvoir vous mettre en défense pour parer avec votre arme ou avec votre bouclier. Vous allez pouvoir charger, et dans ce cas-là, shove, c'est-à-dire vous allez pouvoir pousser l'ennemi de 1, voilà, et vous aurez un bonus évidemment pour le toucher ou pour faire des dégâts. Vous allez pouvoir vous mettre donc en posture de défense, je vous avais dit. Si vous n'êtes pas en posture de paring, et ben du coup vous allez pouvoir dodger une fois, mais vous aurez moins de bonus. Si vous voulez parer avec votre arme, il faudrait être en posture de défense, sinon vous ne pourrez pas le faire. Donc vous avez comme ça plusieurs postures, il n'y a pas énormément de possibilités là-dessus, mais quand même ça suffit pour avoir quand même quelque chose de malgré tout un peu stratégique, même si ça reste du dungeon crawler, c'est du jeu avec du hasard, c'est du jeu avec beaucoup d'aléatoires, mais vous avez des possibilités de placement, de déplacement qui vont vous faire qu'il y a quand même de la stratégie par rapport à ça. Même si ça reste, moi je préfère le côté jeu de cartes, le côté build, où je sais sur ce que je vais avoir, le côté un peu plus puzzle game, mais malgré tout, il nous donne des possibilités d'essayer de taper par derrière, de s'orienter. On peut s'orienter qu'une fois sur notre tour, donc au début de notre tour ou à la fin de notre déplacement, c'est gratuit, c'est pas dans les 2 points d'action. Voilà, j'essaye d'aller vite pour vous expliquer un peu en grande ligne tout ce que vous pouvez faire. Vous tapez à distance, c'est jusqu'à 10 cases. S'il y a une ligne de vue, évidemment, les objets peuvent vous gêner. Si vous avez un allié sur la trajectoire, à partir du moment où c'est pas une ligne droite complète, il va juste vous faire un -10. Donc il va vous gêner un peu, vous aurez moins de chances de toucher l'ennemi si vous avez un allié qui est sur la trajectoire. Par contre, si vous avez un ennemi qui est adjacent à vous, vous ne pouvez pas taper à distance. Vous allez être au moins à une case pour taper à distance, évidemment. Vous allez avoir donc comme ça vos points d'action, vous allez pouvoir en faire tout plein de choses. Sur la partie, vous n'allez pas pouvoir aller dans une case où il y a déjà quelqu'un et vous ne pouvez pas traverser la case où il y a quelqu'un. Il faudra contourner. Par contre, vous pouvez vous déplacer en diagonale et taper en diagonale. Par contre, s'il y a 2 ennemis ici, par exemple, vous ne pouvez pas passer en diagonale à travers de 2 ennemis. Il faut que ça soit un allié, mais pas des ennemis voilà, pour vous déplacer en diagonale. Mais on peut se déplacer en diagonale, taper en diagonale. La zone de contrôle est très importante, donc comme je vous disais, parce que ça empêche de se déplacer correctement. Par contre, il n'y a pas de... Tu sors de ma zone de contrôle, je te fais plus de dégâts. Ça y est pas dans le jeu, en tout cas pas dans ce que j'ai lu. Voilà, donc l'orientation est importante. Comment vous allez vous placer, c'est ça le nerf du jeu, c'est comment je m'oriente dans le jeu. Et est-ce que je prends une posture de défense, est-ce que je prends une posture de charge, est-ce que je fais chauffe juste pour le pousser, est-ce que je fais ce qu'on appelle une attaque puissante, et dans ce cas-là je vais taper encore plus de chances d'arriver à le toucher, mais par contre je vais plus pouvoir défendre à côté quand on va me taper. Donc c'est vraiment du jeu de rôle, tout simplement, c'est tout ce qu'on voit dans les classiques des jeux de rôle, dans les jeux de rôle de l'époque, et là du coup on va l'avoir sur du jeu de plateau. Donc après il faut arriver à se rappeler évidemment de toutes les règles de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc après ça donne quand même des combats qui peuvent être un peu stratégiques, même s'il y a quand même évidemment la grosse part d'aléatoire les monstres ils vont popper comme je vous ai dit aléatoirement tout autour, sauf si c'est des monstres à distance. Et puis après c'est à vous de gérer au mieux vos points d'action, vos 2 points d'action de votre tour, voilà, sachant que donc vous allez quand même avoir plein de possibilités, et après il faut un peu faire tourner le jeu pour arriver à gérer ça au mieux. Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite, au plus concis, parce qu'il y a du coup comme je disais 150 pages de règles, donc je n'ai pas pu rentrer en détail de tout, mais je pense que j'ai survolé une grande majorité des possibilités du jeu pour vraiment vous faire la grande présentation globale. Si ça vous plaît, vous mettez un j'aime, on fera la création d'un héros tous ensemble pour aller avec mon Halfling, et puis après je vous ferai une vidéo de partie en live ou pas en live comme vous voulez sur le jeu. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Et puis vraiment n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est très important. S'il n'y a pas de commentaire, s'il n'y a rien, du coup ça veut dire que ça vous plaît pas. Enfin du coup c'est comme ça que je l'imagine, parce que je peux pas deviner, donc dans ce cas là ça veut dire que c'est pas la peine de refaire d'autres vidéos. Écoutez, je pense qu'on a fait, voilà, j'ai fait un peu sport, donc j'espère que j'ai parlé de pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je vais pas parler de trucs en particulier sur chacun des effets. Par exemple, les potions, vous allez vous-même les crafter, donc vous allez avoir des ingrédients, en fonction des ingrédients, quand vous ne connaissez pas le récip au départ, la recette, et bien du coup vous allez dire, tiens, je veux faire
telle potion, et elle peut être médiocre, moyenne ou très bien, et du coup vous allez avoir plus ou moins d'ingrédients à mettre là-dedans, et si vous réussissez, vous allez gagner le parchemin de la potion, et vous saurez après à chaque fois comment on fait cette potion-là. C'est-à-dire qu'après vous allez dire, bah tiens, cette potion, il faut tel ingrédient et telle partie. Et les parties, vous allez les récupérer en dépeçant les monstres dans les donjons, vous allez les dépecer pour récupérer des parties d'ingrédients dans l'extérieur, dans la nature et sur les monstres, et après c'est vous qui allez dire, bah tiens, cette potion, il faut utiliser ça et ça. Au début, c'est vous qui dites ça, et si vous réussissez, ben vous savez qu'après, à chaque fois, il faudra telle et telle chose pour faire la même potion. Donc c'est un peu à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire, et après, vous pouvez gagner aussi un parchemin de potion dans le donjon, et dans ce cas-là, ça va dans le sens inverse, mais logiquement, c'est plutôt vous qui dites, bah, tiens, je fais ça, tel ingrédient et telle partie, puis si je réussis, ça me fera tel style de potion. Et en fonction du nombre d'ingrédients, vous allez avoir une potion qui est plus ou moins importante. Pareil, vous allez pouvoir faire de l'enchantement sur les objets, les rendre magiques, etc., les réparer, enfin bref, tout plein de choses possibles dans le jeu. Allez, j'arrête là. Je vous fais des bisous, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!